à tous, bienvenue dans votre Café Palia, donc votre rendez-vous digital mensuel de la Fondation Clariane pour aborder les problématiques de la fin de vie et accompagner les soignants qui y sont régulièrement confrontés. Comme chaque mois, nous sommes aux côtés du docteur Grange. Docteur Grange, vous êtes médecin de soins palliatifs et auteur de l'ouvrage Le Dernier Souffle, et vous répondrez à nos questions aujourd'hui sur le thème du rôle et de la place des familles dans l'accompagnement de la fin de vie de leurs proches. Tout à l'heure, à l'issue de notre échange, nous accueillerons David Foulon, qui est directeur du pôle soins au sein de la direction médicale de Clariane France, qui nous fait le plaisir d'être notre grand témoin du jour. Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour, cher docteur Grange. Ma première question. Alors, quand on a un de ses proches qui est en soins palliatifs et qu'on fait partie de sa famille, quelle est la place que la famille doit avoir et peut avoir dans cet accompagnement? Une place essentielle. La famille doit avoir la première place. Et on s'en est bien rendu compte au moment du Covid, où il y a eu des drames, puisque on a interdit de visite des maris, des épouses, des enfants pour voir leur père ou leur mère, et ils n'ont pas pu dire au revoir. C'est dramatique. Il y a des personnes qui ne se remettront pas de ça. Donc, bien évidemment que elle doit avoir cette première place. La mort, elle est de plus en plus médicalisée. Avant, on décédait à domicile, entouré de ses proches. Maintenant, il y a plus de 70% des décès qui ont lieu donc à l'hôpital ou dans des EHPAD ou dans des établissements médico-sociaux. Mais l'hôpital doit faire en sorte que la famille puisse être là et être présent dans ces moments-là. Ça veut dire qu'il faut adapter les heures de visite quand ce sont les derniers moments pour que la famille puisse être présente pour accompagner son proche. Ça me paraît donc être essentiel. Et c'est vrai aussi que la relation triangulaire entre le patient, le résident, les soignants et la famille, elle est complexe. Parce que quelquefois, tout ça, ça va pas dans le même sens. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il s'en aille. Et quelquefois, les familles voudraient faire des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que souhaiterait le résident ou le patient. Et donc, à la fois, cette famille, elle est essentielle, elle doit avoir la première place, mais elle ne doit pas se substituer aux volontés et aux désirs du résident ou du patient. Et du coup, quels seraient vos conseils, un peu les maîtres mots dans la façon d'inclure, de considérer la famille à ces moments-là très difficiles? Alors, il y en a deux, c'est l'anticipation. Il faut savoir anticiper. Il faut savoir donc aller au-devant des familles pour pouvoir aborder la réalité du sujet. Et puis, les familles, je dis souvent, elles ont besoin que d'une seule chose, elles ont besoin d'explication, d'explication et d'explication. Donc, les deux maîtres mots, c'est anticiper et expliquer. Très bien. Et expliquer dans ces situations complexes et très chargées en émotions, comment on fait? Quels sont les mots qu'on emploie pour parler de cette situation avec les familles? Alors, le plus simplement possible, avec des mots compréhensibles par tout le monde. D'abord, il faut s'enquérir de ce que souhaite le résident, parce qu'il y a normalement le secret médical, et le secret médical, l'information, on la doit au patient en premier lieu, et qu'il pourrait y avoir, c'est rare, mais il pourrait y avoir des résidents ou des patients qui disent « mais je ne veux absolument pas qu'on informe ma famille ». C'est son droit. C'est son droit. Mais on voit bien que quand il y a une maladie grave et que la mort est proche, ça paraît très compliqué de ne pas donner un minimum d'informations à la famille. Et pour la famille, moi ce que je propose, c'est peut-être de commencer par plutôt des questionnements plutôt que des affirmations.
Par exemple? Eh bien, par exemple, voilà, d'abord, je pense aussi qu'on peut anticiper ça. C'est-à-dire, on peut dire, tiens, je souhaiterais rencontrer la famille. Et peut-être qu'il y a un maximum de personnes de la famille pour pas être successivement voir le mari, la fille, le fils, et peut-être faire une réunion pour aborder la problématique avec la famille. Voilà, je souhaitais vous rencontrer. Et puis de demander de faire un tour de table, que chacun se présente un petit peu, dire qui il est, et de dire voilà, comment vous vivez les choses, qu'est-ce que vous avez compris de la situation concernant votre proche, que savez-vous de sa maladie, qu'est-ce que vous en avez compris, est-ce que vous souhaitez que je vous réponde à certaines questions, est-ce que vous avez des questions particulières, qu'est-ce qui est difficile pour vous. Donc par questionnement. Après, il y a des personnes qui restent en retrait ou il y a des personnes qui disent, qui veulent savoir, oui, mais j'ai pas compris, et donc c'est l'occasion de pouvoir donc expliquer les choses. Et moi, je prends l'habitude de toujours être accompagné d'un soignant. Donc c'est le médecin qui prend l'initiative ou qui rencontre la famille. Moi, je pense que c'est une bonne méthode, en tous les cas, une bonne habitude de quand il y a un malade là qui s'aggrave et qui relève vraiment de soins palliatifs, d'avoir une rencontre avec la famille. Et je pense que là, il y a un temps médical parce qu'il y a des informations qui relèvent d'une pratique médicale. C'est-à-dire que le diagnostic, le pronostic, l'aggravation, le passage en soins palliatifs, c'est un discours médical. Mais il est tout à fait souhaitable qu'on soit accompagné d'un soignant parce que quand le soignant est présent, le médecin a donné les informations. Et après, le soignant peut réexpliquer, puisqu'il va pas, le soignant ne va pas déroger, puisqu'il a entendu, il peut prendre le temps de réexpliquer les choses à la famille. Oh, j'ai pas compris quand il a dit ça, ça voulait dire quoi? Et donc ça peut être l'occasion de rediscuter avec les soignants. Et puis la soignante, elle peut aussi discuter avec ses collègues de ce qui a été dit dans cette réunion. Et puis bien sûr le tracer dans le dossier médical qu'on a reçu la famille et que les informations ont été données. Et si à ce moment le médecin n'est pas là ou qu'il n'y a pas le médecin dans l'établissement, comment on peut faire l'équipe? Oui, c'est vrai que quelquefois dans les EHPAD, il n'y a pas toujours le médecin référent ou le médecin traitant. Il y a les médecins coordinateurs, mais quelquefois le résident, il a son propre médecin et il n'est pas toujours disponible, il ne peut pas toujours être là. Et ben, je pense qu'il est souhaitable d'appeler le médecin. Et puis de dire à ce médecin, voilà, nous recevons la famille parce qu'ils nous ont demandé des explications. Qu'est-ce que vous nous autorisez à dire? Est-ce qu'on peut faire une visio ensemble? Ou si vous n'êtes pas disponible, qu'est-ce que vous nous autorisez à dire? D'accord. Parce que la famille ne peut pas être sans aucune information quand il y a une aggravation et quand on voit bien que les choses avancent à grands pas. Donc anticiper, expliquer, être proactif sur la relation. Avoir des mots simples et compréhensibles et puis être plusieurs aussi pour entendre et pour pouvoir ensuite continuer d'expliquer au long cours en échange avec la famille. Tout à fait. Et donc là, on a parlé des messages, des postures. Et si vous aviez un conseil à partager sur le cadre, le moment, le lieu Alors le cadre, oui, c'est important. C'est-à-dire que des informations de cet ordre dans un couloir ou au téléphone, c'est juste pas possible. Donc il faut un lieu donc calme. Ça peut être le salon des familles, s'il y en a. Et là, il faut faire attention. Donc, c'est un moment où il faut supprimer les decks, les DECT, les téléphones, les portables et tout ça. Il faut être totalement disponible. C'est pas possible d'être dérangé par un coup de téléphone ou par autre chose. C'est des moments très importants où ne pas déranger, silence. Et si c'est un bureau médical, moi, je conseille fortement que le médecin prenne la chaise derrière son bureau et la mette devant le bureau et qu'on soit à proximité. Parce que le bureau, ça fait déjà une barrière. Et là, on va parler de choses importantes, de l'intime, des choses où il va y avoir des émotions et d'être à proximité de la famille pour aborder ces sujets-là. D'accord. Et si on est dans le cas d'une personne qui est sous protection juridique, à qui est-ce qu'on doit s'adresser pour partager l'évolution de sa situation? Alors, protection juridique, il y a plusieurs protections juridiques. Il y a la sauvegarde de justice, il y a la curatelle, il y a la tutelle. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes qui sont sous curatelle ou tutelle n'ont pas la possibilité d'avoir un minimum de discernement. Là, je rappelle que pour les personnes sous curatelle, sous sauvegarde de justice, ou même sur
tutelle, on peut tout à fait aborder ces sujets avec cette personne-là, bien sûr avec leurs proches aussi, et puis, bien évidemment, s'il y a un tuteur, d'informer le tuteur. Donc le triptyque patient, soignant, famille inclut le tuteur, mais reste une géométrie à conserver dans cette relation d'accompagnement. Et parfois, il se trouve que les membres de la famille, entre eux, peuvent avoir des besoins différents, des rapports aussi différents avec la personne, avec sa situation. Dans ce cas-là, comment on fait? À qui est-ce qu'on parle et comment on s'y prend? Alors oui, les familles qu'elles voient, c'est pas simple, hein. Il y a des divergences importantes dans les familles, et ils ne sont pas tous d'accord, hein, sur les prises en charge. Et là, moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 cas de figure. Donc soit le malade il est conscient, il communique, il peut encore s'exprimer. Et là, la solution, elle est simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas recevoir individuellement le fils qui est pour qu'on continue les chimiothérapies, les transfusions, les perfusions, la nutrition artificielle, et recevoir séparément la fille qui dit non, mais ça n'a plus aucun sens, il faut arrêter tout ça. C'est d'aller voir le malade. Je veux dire que moi, l'expérience que j'ai, c'est que à chaque fois qu'on remet le malade ou le résident au centre de nos décisions, il n'y a plus de problème. Sauf que nous, médecins, quelquefois, on est plus en difficulté d'aborder ces sujets directement avec le malade et avec le résident. On l'aborde davantage avec les familles. On reçoit quelquefois les familles de façon séparée et de façon individuelle. Et que là, c'est sûr que ça va poser des problèmes. Mais là, il y a le frère, il n'est pas d'accord, la fille, ils sont pas d'accord. Écoutez, là, on va aller voir votre maman et on va discuter tous ensemble. Alors, madame, là, on a parlé de vous, hein, avec votre fils ici présent et votre fille. Et donc, moi, je voudrais revenir vers vous pour savoir qu'est-ce que voulez-vous par rapport à l'alimentation, parce que votre fils me dit que vous ne mangez pas et qu'il faudrait qu'on continue peut-être de vous alimenter par la sonde. Ah ben non, surtout pas. Quand il y a la personne en question dit les choses aussi clairement que ça, je n'ai jamais vu une famille qui s'opposait. Le problème, c'est que trop souvent, on a des discussions séparées. En parallèle. Oui. En parallèle. Alors, après, il y a quand la famille, quand le résident ou le patient n'est plus communicant, n'est plus conscient. Et là, c'est tout l'intérêt des directives anticipées, et peut-être d'avoir pu anticiper le plus tôt possible, quand on voit qu'il y a une aggravation, quand on voit qu'on va passer dans une prise en charge palliative et palliative exclusive, de pouvoir aller voir le résident ou le patient, de pouvoir discuter avec lui sur qu'est-ce qui est acceptable pour vous, qu'est-ce qui ne l'est plus. Et si à un moment donné, vous ne pouvez plus manger, ou si vous faites des fausses routes, est-ce que vous souhaitez qu'on vous alimente par une sonde nasogastrique? Est-ce que vous souhaitez une gastrostomie? Oui, non. Si à un moment donné vous avez des troubles respiratoires, est-ce que vous souhaitez qu'on vous mette de l'oxygène? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous mette un tuyau et qu'on vous mette sous ventilation assistée? Oui, non. Et plus on aura anticipé les choses avant, et plus le malade ou le résident aura pu dire ce qu'il souhaite, et plus ça sera simple. Donc on anticipe avec le malade. Sur les directives anticipées. Voilà. Après, il y a la personne de confiance. Hein, on sait très bien que tout résident, tout patient peut nommer une personne de confiance. Et on rappelle là que c'est la personne de confiance qui prime sur tous les autres avis de la famille. Et quand il n'y a ni directive anticipée et ni nomination de personne de confiance et que la personne n'est plus apte à communiquer et à dire ce qu'elle souhaite, eh bien, il faut essayer d'avoir un consensus familial, ce qui n'est pas toujours simple. Et quand il y a des familles qui sont nombreuses, avec des avis différents, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de dire, écoutez, là, vous êtes très, très nombreux,
Là, il est important, en effet, qu'on puisse communiquer avec vous, vous donner des informations, mais peut-être que ça serait bien que vous nommiez, que vous entendiez entre vous pour nommer un référent familial. Et que ce référent familial, après, eh bien, charge à lui de transmettre les informations aux uns et aux autres. Parce que sinon, ça va être très compliqué, quoi. Et justement, pour vivre ces moments-là, parfois, dans certaines réactions peuvent faire que la famille va être ou très intrusive, ou alors très en retrait par rapport à la situation. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut réagir? Alors, je crois qu'il faut faire très attention au jugement qu'on pourrait avoir sur des familles qui sont agressives ou en colère. Ils vivent des choses dramatiques. Et je pense qu'il faut légitimer ça. Et peut-être une phrase qui est simple: je comprends votre réaction, je comprends votre colère, est-ce que vous voulez qu'on en parle? De désamorcer, je vous entends, je vous comprends, votre colère est légitime. Et puis une fois qu'on a dit ça, on aborde les sujets, hein, et on recentre sur les messages qu'on a envie de passer, mais pas être dans « mais c'est quand même incroyable, je veux dire, vous pouvez pas… » Voilà, on fait comme on peut, hein. Il y a des familles qui sont bouleversées par tout ça, on ne connaît pas toutes ces histoires de famille, et il faut être assez prudent, assez empathique, et oui, c'est quelque chose de complexe, de difficile. Je crois qu'il faut légitimer les réactions des familles, mais aussi sans jugement, mais mettre un cadre. Parce que ce soit les malades, les résidents, que ce soit les familles, ils ont des droits, notamment le droit à l'information, mais ils ont aussi un devoir de respecter aussi le personnel soignant, de respecter aussi les soignants qui s'occupent de leurs proches, et que ça ne légitime pas quelquefois des expressions qui sont limites, et donc ça n'enlève pas ce que je dis d'aller, je comprends votre colère, mais de mettre un cadre et de dire que peut-être que là, il va falloir que les propos soient plus respectueux du personnel, qu'on entend votre colère, qu'on entend votre détresse, mais qu'il faut qu'on retrouve des relations donc plus apaisées et respectueuses. Mais la relation triangulaire entre les résidents, les patients, les familles, les proches, elle est complexe, hein, et il y a des enjeux quelquefois qui sont totalement différents. En tous les cas, il faut essayer de créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une famille, on sent qu'elle est un petit peu en désaccord, où elle se pose des questions, il faut aller au-devant. Moi, je dis souvent, il faut désamorcer les bombes à retardement. Il ne faut pas laisser passer de côté, hein. Et plus on va laisser les familles de côté, moins on va les recevoir, moins on va leur expliquer, et plus on aura de problèmes. Très bien, donc aller proactivement pour échanger avec le malade, avec les familles, c'est un peu en très 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 grande synthèse une partie des messages que vous nous avez transmis. Merci Dr Grange. J'appelle maintenant donc David Foulon, le directeur du pôle soins de la direction médicale de Clariane France, qui va nous livrer ses conclusions. Bonjour David. Bonjour, merci de m'avoir invité. En tant que soignant, je donne mon premier ressenti en fait. C'est presque perturbant, parce qu'en fait on revit en fait l'expérience qu'on a pu avoir. En tant que soignant, on a tous eu ces expériences, et voilà, ça donne ça vraiment, peut perturber, oui. Ça donne vraiment des souvenirs en fait globalement là-dessus. Alors ce que j'en ai retenu, et je trouvais ça du coup très très intéressant, c'est que chaque famille est différente face aux soins palliatifs de leurs proches. Donc évidemment certaines sont en retrait, d'autres se présentent comme habituellement en fait, elles savent demander, et c'est assez fluide. Et puis il y a des personnes qui sont extrêmement intrusives. Donc de fait il n'y a pas de réponse générale. Donc vous avez bien expliqué, je trouve, des méthodes en tout cas pour pouvoir appréhender finalement ces différences. Et en plus, il y a des fratries qui sont pas d'accord ou qui ont des différences de point de vue. C'est effectivement là où il peut y avoir véritablement des problématiques, en tout cas
de prise en soin, en tout cas de communication. Mais vous avez raison d'insister sur la singularité des situations. Hein. Chaque situation est particulière et singulière. Il faut s'adapter. Vous avez raison. Du coup, c'est lié au sentiment que l'on a de chacun, hein, ce sentiment surtout des familles qui sont soit parfois un sentiment d'impuissance, un sentiment d'inconnu, parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer après et dans combien de temps. Il y a plein de questions qui leur reviennent. La peur de l'inconfort, de la douleur qu'on n'arrive pas à soulager, etc. Et donc du coup, chacun réagit à sa façon. Ce qui je trouve intéressant aussi, c'est de se dire aussi que les soignants également ont des émotions et ils ont des attitudes aussi différentes à ces situations. Ça, c'est à prendre en compte globalement, parce que finalement, on réagit tous les uns avec les autres et nos réactions ne sont pas forcément les mêmes, parce que aussi, les soignants sont aussi parfois en retrait. Ça n'enlève pas leurs compétences, pas du tout, mais sont deux personnes d'attitude, soit en retrait, soit plutôt expressif, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte sur les formations, sur la sensibilisation, sur etc. Je trouvais que c'était important. Je trouve aussi très important, et ce qu'on met vraiment en place, c'est le côté de décision un peu pluridisciplinaire. Vous dites que vous vous accompagnez d'une IDE avec la famille pour discuter finalement, pour informer et discuter. Je trouve que ça c'est extrêmement important, ce binôme, mais pas que, globalement. Je pense que d'autres soignants peuvent aussi être dedans. Et je trouve que c'était très intéressant. Ce côté un peu pluridisciplinaire. Et puis ce côté complémentaire. C'est-à-dire que la famille a un rôle complémentaire et ne doit pas se substituer, bien sûr, sinon c'est compliqué. Et donc vraiment ce côté complémentaire, chacun se trouve finalement à sa place et tout le monde finalement arrive à s'intégrer correctement finalement dans ce processus qui est quand même extrêmement compliqué à vivre et à mettre en place. Et puis, important, c'est vraiment la communication et l'information qui a été donnée à la famille. Et surtout le fait, vous en avez parlé, mais c'est assez important, c'est les personnes qui sont en retrait et qui ne demandent pas et qui, après, c'est trop tard. Et ils se disent, j'aurais dû, etc. Et on a pu être confronté, moi-même j'ai été confronté aussi dans mon expérience personnelle, à des personnes qui ont pu me dire j'aurais dû demander, j'aurais dû. Et donc il faut vraiment être vigilant, c'est pour ça que nous on insiste beaucoup là-dessus, sur le fait de la communication. C'est pas ceux qui demandent forcément, alors ceux qui demandent en ont besoin, donc forcément, mais c'est aussi ceux qui sont en retrait. Et c'est là où le travail en équipe joue, parce que nos infirmières ou les aides-soignantes, au moment de la toilette, elles sont nos sentinelles et c'est elles qui nous disent pendant la toilette, le malade il m'a posé des questions, ce serait bien que vous puissiez revenir le voir et lui parler. Donc très souvent, donc, ce sont nos soignants qui nous alertent et dire là il faudrait peut-être le revoir parce qu'il n'a pas osé poser des questions, mais ça serait important. Ça rejoint ce que vous dites. Et une chose que vous n'avez pas évoquée, j'aimerais bien évoquer, c'est la traçabilité finalement. Ah oui. Des soins, parce que effectivement ce qui est dit et même des informations, ce qui est dit finalement auprès de la famille, ce que la famille peut donner comme information, etc. C'est important parce que du coup l'équipe est pluridisciplinaire, jour comme nuit, équipe contre équipe, etc. Et donc ça change, ça bouge, et il est important qu'on ait tous le même niveau d'information. Et donc du coup il faut vraiment faire extrêmement attention sur la traçabilité dans le dossier patient, qui pour nous est fondamentale. Qu'est-ce qu'elle dit, quelle demande, quel besoin est apporté, quelle décision, quelle réaction de la famille on a pu avoir lorsqu'on a apporté l'information. Ça aussi c'est pareil, parce que vous l'avez dit aussi, mais je trouve ça très important, c'est que les personnes ne sont pas forcément aptes à entendre tout. Et donc il faut s'adapter finalement à ce qu'elle est capable aujourd'hui à pouvoir entendre, quitte à y revenir plusieurs fois pour arriver à donner l'information complète. Et là, il y a un petit conseil pratico-pratique. Plutôt que de relater ce que la famille a dit ou ce que le médecin a dit, c'est d'ouvrir les guillemets et de citer exactement la parole du médecin ou la parole de la famille. Parce que ça, c'est très, très important. Ce que je pourrais rajouter aussi, j'ai pris des petites notes, mais l'idée, c'était aussi d'organiser aussi, alors là c'est propre vraiment soignant, peut-être que vous en avez parlé à d'autres moments, mais c'est le fait finalement de pouvoir échanger entre soignants sur le ressenti aussi finalement de la communication qu'on a pu avoir avec la famille, les difficultés que
certains soignants ont pu avoir lors de la discussion, lors de la prise en soin. Et ça, c'est important de faire des retours d'expérience entre soignants pour justement donner, comme vous le faites aujourd'hui, des conseils finalement pour s'adapter par rapport aux besoins. On le fait dans nos RCP ou dans nos réunions de transmission, c'est-à-dire quand on a reçu une famille, on redit ce qui s'est passé pendant cet entretien et c'est important. Et c'est aussi important de la traçabilité. Vous avez tout à fait raison. Ouais, en tout cas, les outils, on essaie, en tout cas c'est un vrai sujet sur lequel on essaie de développer au maximum. Et donc les outils au sein de Clariane, effectivement, il y a les cafés Palia, bien sûr, il y a nos procédures là-dessus, il y a les formations e-learning, parce qu'il faut des formations qui ne soient pas forcément très longues. Effectivement, il y a des DU, des choses comme ça, mais il y a des formations qui ne sont pas forcément très longues, sur lesquelles on peut se poser. Donc voilà, et puis surtout des formations sur le dossier patient informatisé, parce qu'il faut le maîtriser, et donc c'est important. Merci David. Merci beaucoup. Eh bien, on vous salue et on vous dit peut-être à une prochaine fois. Et j'espère que ces cafés Palia vous ont permis d'avancer, de réfléchir à ces situations complexes de fin de vie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.